Le climat se réchauffe en raison de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La Terre est en déséquilibre énergétique, elle accumule de la chaleur, et 90% de cette chaleur additionnelle est stockée dans l'océan qui se réchauffe et se dilate. C'est ce que l'on appelle l'expansion thermique des océans. Cette expansion thermique représente environ un tiers des 4,3 mm par an d'élévation du niveau de la mer que l'on observe actuellement. Le réchauffement climatique a également pour conséquence une fonte des glaciers de montagne et, au moins depuis les années 2000, des calottes de glace d'Antarctique et du Groenland. Cette fonte des glaces représente environ la moitié du signal observé. Le reste correspond à l'extraction d'eau souterraine qui finissent à la mer. C'est une petite contribution et le lien avec le changement climatique est ici indirect et partiel. Ces extractions d'eau se réalisent dans un contexte de tension accrue sur l'eau, due en partie au changement climatique. Depuis 1900, le niveau de la mer s'est élevé d'environ 22 cm. Et l'élévation du niveau de la mer est en accélération. 2 mm par an dans les années 90, plus de 4 mm par an sur la dernière décennie. Pour le futur, les scénarios dépendent des émissions de gaz à effet de serre, probablement entre 0,5 et 1 mètre en 2100, selon la trajectoire d'émission qui sera suivie. Mais surtout, quel que soit le scénario, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra pendant des siècles, à des rythmes qui seront par exemple autour de 1 cm par an vers 2100, pour le scénario de 3 degrés de changement climatique global, choisi pour la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique en France, pour le 3e plan national d'adaptation. Enfin, la grande question sur laquelle la science n'a aujourd'hui pas tranché est celle de la vitesse de fonte de l'Antarctique. Dans l'état des connaissances actuelles, on ne peut pas exclure le début d'un effondrement de certains secteurs de l'Antarctique dans la deuxième partie du XXIe siècle, conduisant à des élévations du niveau de la mer très supérieures au mètre dès 2100. Les impacts de l'élévation du niveau de la mer sont tout d'abord des submersions à marée haute, des phénomènes de submersion marine plus fréquents et plus intenses, une salinisation accrue des estuaires et des eaux souterraines et côtières, et enfin l'érosion et le recul du trait de côte. On commence à observer la marque de l'élévation du niveau de la mer sur ces phénomènes, et on sait que ces aléas s'aggraveront, et ce d'autant plus rapidement que l'on tardera à atténuer le réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Une première mesure d'adaptation consiste à éviter d'aggraver les choses, limiter l'urbanisation dans des zones exposées aux submersions marines et à l'érosion. C'est notamment le rôle des plans de prévention des risques littoraux en France. Pour les zones déjà habitées, plusieurs options sont disponibles. Protéger, avec des digues par exemple, relocaliser, limiter la vulnérabilité des personnes et des biens pendant les tempêtes ou restaurer les dunes et les marais. Cette dernière solution, c'est ce que l'on appelle les solutions fondées sur la nature. À plus ou moins long terme, selon les sites, on sait que seules 2 solutions fonctionnent, relocaliser ou protéger. Car plusieurs mètres d'élévation du niveau de la mer ne peuvent plus être évités vu les émissions que l'on a déjà faites d'émissions de gaz à effet de serre. Ces 2 solutions sont complexes à mettre en œuvre, protéger et relocaliser, et elles sont coûteuses. À court terme, ce sont peut-être quelques décennies, nous avons davantage d'opportunités, y compris des réponses peu coûteuses, telles que des rehaussements de planchers ou des interdictions de construire dans des zones habitées. Une question fondamentale pour l'adaptation côtière est de savoir vers quel type d'adaptation on souhaite s'orienter. Lorsque la protection peut être évitée, la relocalisation présente l'avantage d'offrir des opportunités pour les écosystèmes, le tourisme et bien d'autres activités. Le Conservatoire des littorales mène en France des expérimentations très avancées en ce sens sur ces terrains. Alors sur ce sujet du rôle de la justice, je ne peux donner qu'un avis très partiel, et c'est mon avis, parce que je ne suis pas spécialiste de ce sujet. Donc à très court terme, il me semble qu'il y a des questions sur la gestion des pertes et des dommages, avec des risques de contentieux qui découleraient soit des impacts, soit de la mise en œuvre de mesures d'adaptation qui seraient perçues comme inéquitables ou injustes. Typiquement, le fait que l'érosion du trait de côte sableux ne fasse pas l'objet d'un dispositif particulier d'indemnisation en France favorise les recours en contentieux, comme on a pu le constater avec l'immeuble du Signal dans le Médoc. Les opérations de relocalisation peuvent également être contestées s'il semble que d'autres options auraient pu être efficaces, par exemple une protection ou un rechargement en sable. Mais la question c'est à quel coût et pour combien de temps auraient-elles été efficaces ? Sur le niveau de la mer, il y a un sujet également de justice intergénérationnelle, qui est la conséquence directe du fait que les retards actuels de l'atténuation ont des conséquences sur la vitesse et l'ampleur de l'élévation du niveau de la mer sur des décennies et des siècles. Je ne sais pas dans quelle mesure ce sujet est présent dans la justice, mais il est jugé comme essentiel pour les chercheurs qui travaillent sur cette question, et qui pour la plupart ne sont pas des juristes. Il pourrait y avoir des échanges plus approfondis sur ce sujet.
Dans tous ces sujets de conflits sociaux sur le trait de côte, il y a un principe général que soutiennent de nombreux chercheurs. Les aides devraient être ciblées avec des seuils stricts et bas afin d'éviter que la solidarité nationale ne s'exerce au bénéfice des plus aisés, qui auraient la possibilité d'éviter de s'exposer aux aléas côtiers. Mais la mise en place de tels dispositifs, par exemple le Fonds national pour l'érosion côtière mis en avant par le Comité national du trait de côte, me semble être un dispositif susceptible de limiter ce type de contentieux.